Je vis avec une maîtresse, lui disais-je, sans être lié par les cérémonies du mariage. Monsieur le duc de en entretient deux aux yeux de tout Paris. Monsieur D en a une depuis 10 ans, qu'il aime avec une fidélité qu'il n'a jamais eue pour sa femme. Les deux tiers des honnêtes gens de France se font honneur d'en avoir. J'ai usé de quelques supercheries au jeu. Monsieur le marquis de et le comte de n'ont point d'autres revenus. Monsieur le prince de et monsieur le duc de sont les chefs d'une bande de chevaliers du même ordre. Pour ceux qui regardaient mes dessins sur la bourse des deux GM, j'aurais pu prouver aussi facilement que je n'étais pas sans modèle. Mais il me restait trop d'honneur pour ne pas me condamner moi-même, avec tous ceux dont j'aurais pu me proposer l'exemple. De sorte que je priai mon père de me pardonner cette faiblesse aux deux violentes passions qui m'avaient agité, la vengeance et l'amour. Il me demanda si je pouvais lui donner quelques ouvertures sur les plus courts moyens d'obtenir ma liberté, et d'une manière qui pût lui faire éviter l'éclat. Je lui appris les sentiments de bonté que le lieutenant général de police avait pour moi. Si vous trouvez quelques difficultés, lui dis-je, elles ne peuvent venir que de la part des GM. Ainsi je crois qu'il serait à propos que vous prissiez la peine de les voir. Il me le promit. Je n'osais le prier de solliciter pour Manon. Ce ne fut point un défaut de hardiesse, mais un effet de la crainte où j'étais de le révolter par cette proposition et de lui faire naître quelques desseins funestes à elle et à moi. Je suis encore à savoir si cette crainte n'a pas causé mes plus grandes infortunes en m'empêchant de tenter les dispositions de mon père et de faire des efforts pour lui en inspirer de favorables à ma malheureuse maîtresse. J'aurais peut-être excité encore une fois sa pitié. Je l'aurais mis en garde contre les impressions qu'il allait recevoir trop facilement du vieux GM. Que sais-je? Ma mauvaise destinée l'aurait peut-être emporté sur tous mes efforts. Mais je n'aurais dû qu'elle, du moins, et la cruauté de mes ennemis à accuser de mon malheur. En me quittant, mon père alla faire une visite à monsieur de GM. Il le trouva avec son fils, à qui le garde du corps avait honnêtement rendu la liberté. Je n'ai jamais su les particularités de leur conversation. Mais il ne m'a été que trop facile d'en juger par ses mortels effets. Ils allèrent ensemble, je dis les deux pères, chez monsieur le lieutenant général de police, auquel ils demandèrent deux grâces, l'une de me faire sortir sur le champ du Châtelet, l'autre d'enfermer Manon pour le reste de ses jours, ou de l'envoyer en Amérique. On commençait, dans le même temps, à embarquer quantité de gens sans aveu pour le Mississippi. Monsieur le lieutenant général de police leur donna sa parole de faire partir Manon par le premier vaisseau. Monsieur de GM et mon père vinrent aussitôt m'apporter ensemble la nouvelle de ma liberté. Monsieur de GM me fit un compliment civil sur le passé, et m'ayant félicité sur le bonheur que j'avais d'avoir un tel père, il m'exhorta à profiter désormais de ses leçons et de ses exemples. Mon père m'ordonna de lui faire des excuses de l'injure prétendue que j'avais faite à sa famille, et de le remercier de s'être employé avec lui pour mon élargissement. Nous sortîmes ensemble sans avoir dit un mot de ma maîtresse. Je n'osais même parler d'elle aux guichetiers en leur présence. Hélas, mes tristes recommandations eussent été bien inutiles. L'ordre cruel était venu en même temps que celui de ma délivrance. Cette fille infortunée fut conduite 1 heure après à l'hôpital pour y être associée à quelques malheureuses qui étaient condamnées à subir le même sort. Mon père m'ayant obligé de le suivre à la maison où il avait pris sa demeure, il était presque 6 heures du soir, lorsque je trouvai le moment de me dérober de ses yeux pour retourner au Châtelet. Je n'avais dessein que de faire tenir quelques rafraîchissements à Manon et de la recommander au concierge, car je ne me promettais pas que la liberté de la voir me fût accordée. Je n'avais point encore eu le temps non plus de réfléchir aux moyens de la délivrer. Je demandai à parler au concierge. Il avait été content de ma libéralité et de ma douceur, de sorte qu'ayant quelques dispositions à me rendre service, il me parla du sort de Manon comme d'un malheur dont il avait beaucoup de regrets, parce qu'il pouvait m'affliger. Je ne compris point ce langage. Nous nous entretînmes quelques moments sans nous entendre. À la fin, s'apercevant que j'avais besoin d'une explication, il me la donna telle que j'ai déjà eu horreur de vous la dire, et que je l'ai encore de la répéter. Jamais apoplexie violente ne causa d'effet plus subit et plus terrible. Je tombai avec une palpitation de cœur si douloureuse qu'à l'instant que je perdis la connaissance, je me crus délivré de la vie pour toujours. Il me resta même quelque chose de cette pensée lorsque je revins à moi. Je tournai mes regards vers toutes les parties de la chambre et sur moi-même
pour m'assurer si je portais encore la malheureuse qualité d'homme vivant. Il est certain qu'en ne suivant que le mouvement naturel qui fait chercher à se délivrer de ses peines, rien ne pouvait me paraître plus doux que la mort, dans ce moment de désespoir et de consternation. La religion même ne pouvait me faire envisager rien de plus insupportable après la vie que les convulsions cruelles dont j'étais tourmenté. Cependant, par un miracle propre à l'amour, je retrouvai bientôt assez de force pour remercier le ciel de m'avoir rendu la connaissance et la raison. Ma mort n'eût été utile qu'à moi. Manon avait besoin de ma vie pour la délivrer, pour la secourir, pour la venger. Je jurai de m'y employer sans ménagement. Le concierge me donna toute l'assistance que j'eusse pu attendre du meilleur de mes amis. Je reçus ses services avec une vive reconnaissance. Hélas, lui dis-je, vous êtes donc touché de mes peines. Tout le monde m'abandonne. Mon père même est sans doute un de mes plus cruels persécuteurs. Personne n'a pitié de moi. Vous seul, dans le séjour de la dureté et de la barbarie, vous marquez de la compassion pour le plus misérable de tous les hommes. Il me conseillait de ne point paraître dans la rue sans être un peu remis du trouble où j'étais. « Laissez, laissez, répondis-je en sortant. Je vous reverrai plus tôt que vous ne pensez. Préparez le plus noir de vos cachots. Je vais travailler à le mériter. » En effet, mes premières résolutions n'allaient à rien, moins qu'à me défaire des 2 GM et du lieutenant général de police, et fondre ensuite à main armée sur l'hôpital avec tous ceux que je pourrais engager dans ma querelle. Mon père lui-même eût à peine été respecté dans une vengeance qui me paraissait si juste, car le concierge ne m'avait pas caché que lui et GM étaient les auteurs de ma perte. Mais lorsque j'eus fait quelques pas dans la rue et que l'air eut un peu rafraîchi mon sang et mes humeurs, ma fureur fit place peu à peu à des sentiments plus raisonnables. La mort de nos ennemis eût été d'une faible utilité pour Manon, et elle m'eût exposé sans doute à me voir ôter tous les moyens de la secourir. D'ailleurs, aurais-je eu recours à un lâche assassinat, quelle autre voie pouvais-je m'ouvrir à la vengeance? Je recueillis toutes mes forces et tous mes esprits pour travailler d'abord à la délivrance de Manon, remettant tout le reste après le succès de cette importante entreprise. Il me restait peu d'argent. C'était néanmoins un fondement nécessaire, par lequel il fallait commencer. Je ne voyais que 3 personnes de qui j'en pusse attendre, Monsieur de T, mon père et Tiberge. Il y avait peu d'apparence d'obtenir quelque chose des 2 derniers, et j'avais honte de fatiguer l'autre par mes importunités. Mais ce n'est point dans le désespoir qu'on garde des ménagements. J'allais sur le champ au séminaire de Saint-Sulpice, sans m'embarrasser si je serais reconnu. Je fis appeler Tiberge. Ses premières paroles me firent comprendre qu'il ignorait encore mes dernières aventures. Cette idée me fit changer le dessein que j'avais de l'attendrir par la compassion. Je lui parlais, en général, du plaisir que j'avais eu de revoir mon père, et je le priais ensuite de me prêter quelque argent sous prétexte de payer, avant mon départ de Paris, quelques dettes que je souhaitais de tenir inconnues. Il me présenta aussitôt sa bourse. Je pris 500 francs sur 600 que j'y trouvais. Je lui offris mon billet. Il était trop généreux pour l'accepter. Je tournai de là chez Monsieur de T. Je n'eus point de réserve avec lui. Je lui fis l'exposition de mes malheurs et de mes peines. Il en savait déjà jusqu'aux moindres circonstances, par le soin qu'il avait eu de suivre l'aventure du jeune G.M. Il m'écouta néanmoins et me plaignit beaucoup. Lorsque je lui demandai ses conseils sur les moyens de délivrer Manon, il me répondit tristement qu'il y voyait si peu de jours qu'à moins d'un secours extraordinaire du ciel, il fallait renoncer à l'espérance, qu'il avait passé exprès à l'hôpital depuis qu'elle y était renfermée, qu'il n'avait pu obtenir lui-même la liberté de la voir, que les ordres du lieutenant général de police étaient de la dernière rigueur, et que, pour comble d'infortune, la malheureuse bande où elle devait entrer devait partir le surlendemain du jour où nous étions. J'étais si consterné de son discours qu'il eût pu parler 1 heure sans que j'eusse pensé à l'interrompre. Il continua de me dire qu'il ne m'était point allé voir au Châtelet pour se donner plus de facilité à me servir, lorsqu'on le croirait sans liaison avec moi, que depuis quelques heures que j'en étais sorti, il avait eu le chagrin d'ignorer où je m'étais retiré et qu'il avait souhaité de me voir promptement pour me donner le seul conseil dont il semblait que je pusse espérer du changement dans le sort de Manon, mais un conseil dangereux, auquel il me priait de cacher éternellement qu'il eût part. C'était de choisir quelques braves qui eussent le courage d'attaquer les gardes de Manon
lorsqu'il serait sorti de Paris avec elle. Il n'attendit point que je lui parlasse de mon indigence. Voilà 100 pistoles, me dit-il en me présentant une bourse, qui pourront vous être de quelque usage. Vous me les remettrez lorsque la fortune aura rétabli vos affaires. Il ajouta que, si le soin de sa réputation lui eût permis d'entreprendre lui-même la délivrance de ma maîtresse, il m'eût offert son bras et son épée. Cette excessive générosité me toucha jusqu'aux larmes. J'employai, pour lui marquer ma reconnaissance, toute la vivacité que mon affliction me laissait de reste. Je lui demandai s'il n'y avait rien à espérer par la voie des intercessions auprès du lieutenant général de police. Il me dit qu'il y avait pensé, mais qu'il croyait cette ressource inutile, parce qu'une grâce de cette nature ne pouvait se demander sans motif, et qu'il ne voyait pas bien quel motif on pouvait employer pour se faire un intercesseur d'une personne grave et puissante. Que si l'on pouvait se flatter de quelque chose de ce côté-là, ce ne pouvait être qu'en faisant changer de sentiment à monsieur de G.M. et à mon père, et en les engageant à prier eux-mêmes monsieur le lieutenant général de police de révoquer sa sentence. Il m'offrit de faire tous ses efforts pour gagner le jeune G.M., quoiqu'il le crût un peu refroidi à son égard par quelques soupçons qu'il avait conçus de lui à l'occasion de notre affaire. Et il m'exhorta à ne rien omettre de mon côté pour fléchir l'esprit de mon père. Ce n'était pas une légère entreprise pour moi. Je ne dis pas seulement par la difficulté que je devais naturellement trouver à le vaincre, mais par une autre raison qui me faisait même redouter ses approches. Je m'étais dérobé de son logement contre ses ordres, et j'étais fort résolu de n'y pas retourner, depuis que j'avais appris la triste destinée de Manon. J'appréhendais avec sujet qu'il ne me fît retenir malgré moi, et qu'il ne me reconduisit de même en province. Mon frère aîné avait usé autrefois de cette méthode. Il est vrai que j'étais devenu plus âgé, mais l'âge était une faible raison contre la force. Cependant, je trouvais une voie qui me sauvait du danger. C'était de le faire appeler dans un endroit public et de m'annoncer à lui sous un autre nom. Je pris aussitôt ce parti. Monsieur de T s'en alla chez G.M. et moi au Luxembourg, d'où j'envoyai avertir mon père qu'un gentilhomme de ses serviteurs était à l'attendre. Je craignais qu'il n'eût quelque peine à venir, parce que la nuit approchait. Il parut néanmoins peu après, suivi de son laquais. Je le priai de prendre une allée où nous pussions être seuls. Nous fîmes 100 pas pour le moins sans parler. Il s'imaginait bien sans doute que tant de précautions ne s'étaient pas faites sans un dessein d'importance. Il attendait ma harangue, et je la méditais. Enfin j'ouvris la bouche. « Monsieur, lui dis-je en tremblant, vous êtes un bon père. Vous m'avez comblé de grâce, et vous m'avez pardonné un nombre infini de fautes. Aussi le ciel m'est-il témoin que j'ai pour vous tous les sentiments du Fils le plus tendre et le plus respectueux. Mais il me semble que votre rigueur, eh bien, ma rigueur, interrompit mon père, qui trouvait sans doute que je parlais lentement pour son impatience. Ah, monsieur, repris-je, il me semble que votre rigueur est extrême dans le traitement que vous avez fait à la malheureuse Manon. Vous vous en êtes rapporté à monsieur G.M. Sa haine vous l'a représentée sous les plus noires couleurs. Vous vous êtes formé d'elle une affreuse idée. Cependant, c'est la plus douce et la plus aimable créature qui fut jamais. Que n'a-t-il plu au ciel de vous inspirer l'idée de la voir un moment ? Je ne suis pas plus sûr qu'elle est charmante que je le suis qu'elle vous l'aurait paru. Vous auriez pris parti pour elle. Vous auriez détesté les noirs artifices de G.M. Vous auriez eu compassion d'elle et de moi. Hélas, j'en suis sûr, votre cœur n'est pas insensible. Vous vous seriez laissé attendrir. Il m'interrompit encore, voyant que je parlais avec une ardeur qui ne m'aurait pas permis de finir si tôt. Il voulut savoir à quoi j'avais dessein d'en venir par un discours si passionné. « À vous demander l'avis, répondis-je, que je ne puis conserver un moment si Manon part une fois pour l'Amérique. »« Non, non, me dit-il d'un ton sévère. J'aime mieux te voir sans vie que sans sagesse et sans honneur. »« N'allons donc pas plus loin, m'écriai-je, en l'arrêtant par le bras. Ôtez-la-moi, cette vie odieuse et insupportable, car dans le désespoir où vous me jetez, la mort sera une faveur pour moi. C'est un présent digne de la main d'un père. Je ne te donnerai que ce que tu mérites, répliqua-t-il. Je connais bien des pères qui n'auraient pas attendu si longtemps pour être eux-mêmes tes bourreaux, mais c'est ma bonté excessive qui t'a perdu. Je me jetai à ses genoux. Ah, s'il vous en reste encore, lui dis-je en les embrassant, ne vous endurcissez donc pas contre mes pleurs. Songez que je suis votre fils. Hélas,
Souvenez-vous de ma mère. Vous l'aimiez si tendrement. Auriez-vous souffert qu'on l'eût arraché de vos bras? Vous l'auriez défendu jusqu'à la mort. Les autres n'ont-ils pas un cœur comme vous? Peut-on être barbare après avoir une fois éprouvé ce que c'est que la tendresse et la douleur? Ne me parle pas davantage de ta mère, reprit-il d'une voix irritée. Ce souvenir échauffe mon indignation. Tes désordres la feraient mourir de douleur si elle eût assez vécu pour les voir. Finissons cet entretien, ajouta-t-il. Il m'importune et ne me fera point changer de résolution. Je retourne au logis, je t'ordonne de me suivre. Le ton dur et sec avec lequel il m'intima cet ordre me fit trop comprendre que son cœur était inflexible. Je m'éloignai de quelques pas, dans la crainte qu'il ne lui prît envie de m'arrêter de ses propres mains. N'augmentez pas mon désespoir, lui dis-je, en me forçant de vous désobéir. Il est impossible que je vous suive, il ne l'est pas moins que je vive, après la dureté avec laquelle vous me traitez. Ainsi je vous dis un éternel adieu. Ma mort, que vous apprendrez bientôt, ajoutai-je tristement, vous fera peut-être reprendre pour moi des sentiments de père. Comme je me tournais pour le quitter, tu refuses donc de me suivre? S'écria-t-il avec une vive colère. Va, cours à ta perte. Adieu, fils ingrat et rebelle. Adieu, lui dis-je dans mon transport. Adieu, père barbare et dénaturé. Je sortis aussitôt du Luxembourg. Je marchai dans les rues comme un furieux jusqu'à la maison de monsieur de T. Je levai, en marchant, les yeux et les mains pour invoquer toutes les puissances célestes. Ô ciel, disais-je, serez-vous aussi impitoyable que les hommes? Je n'ai plus de secours à attendre que de vous. Monsieur de T n'était point encore retourné chez lui, mais il revint après que je l'y eus attendu quelques moments. Sa négociation n'avait pas réussi mieux que la mienne. Il me le dit d'un visage abattu. Le jeune G.M., quoique moins irrité que son père contre Manon et contre moi, n'avait pas voulu entreprendre de le solliciter en notre faveur. Il s'en était défendu par la crainte qu'il avait lui-même de ce vieillard vindicatif, qui s'était déjà fort emporté contre lui, en lui reprochant ses desseins de commerce avec Manon. Il ne me restait donc que la voie de la violence, telle que M. de T m'en avait tracé le plan. J'y réduisis mes espérances. Elles sont bien incertaines, lui dis-je, mais la plus solide et la plus consolante pour moi est celle de périr du moins dans l'entreprise. Je le quittai en le priant de me secourir par ses vœux, et je ne pensais plus qu'à m'associer des camarades à qui je pusse communiquer une étincelle de mon courage et de ma résolution. Le premier qui s'offrit à mon esprit fut le même garde du corps que j'avais employé pour arrêter G.M. J'avais dessein aussi d'aller passer la nuit dans sa chambre, n'ayant pas eu l'esprit assez libre pendant l'après-midi pour me procurer un logement. Je le trouvai seul. Il eut de la joie de me voir sorti du Châtelet. Il m'offrit affectueusement ses services. Je lui expliquai ceux qu'il pouvait me rendre. Il avait assez de bon sens pour en apercevoir toutes les difficultés, mais il fut assez généreux pour entreprendre de les surmonter. Nous employâmes une partie de la nuit à raisonner sur mon dessein. Il me parla des 3 soldats aux gardes dont il s'était servi dans la dernière occasion comme de 3 braves à l'épreuve. Monsieur de T m'avait informé exactement du nombre des archers qui devaient conduire Manon. Il n'était que 6. 5 hommes hardis et résolus suffisaient pour donner l'épouvante à ces misérables qui ne sont point capables de se défendre honorablement lorsqu'ils peuvent éviter le péril du combat par une lâcheté. Comme je ne manquais point d'argent, le garde du corps me conseilla de ne rien épargner pour assurer le succès de notre attaque. « Il nous faut des chevaux, me dit-il, avec des pistolets, et chacun notre mousqueton. Je me charge de prendre demain le soin de ces préparatifs. Il faudra aussi 3 habits communs pour nos soldats. Qui n'oserait y paraître dans une affaire de cette nature avec l'uniforme du régiment? Je lui mis entre les mains les 100 pistoles que j'avais reçues de M. de T. Elles furent employées le lendemain jusqu'au dernier sol. Les 3 soldats passèrent en revue devant moi, je les animai par de grandes promesses, et pour leur ôter toute défiance, je commençai par leur faire un présent à chacun de 10 pistoles. Le jour de l'exécution étant venu, j'en envoyai un de grand matin à l'hôpital, pour s'instruire par ses propres yeux du moment auquel les archers partiraient avec leur proie. Quoique je n'eusse pris cette précaution que par un excès d'inquiétude et de prévoyance, il se trouva qu'elle avait été absolument nécessaire. J'avais compté sur quelques fausses informations qu'on m'avait données de leur route, et m'étant persuadé que c'était à La Rochelle,
que cette déplorable troupe devait être embarquée, j'aurais perdu mes peines à l'attendre sur le chemin d'Orléans. Cependant, je fus informé par le rapport du soldat aux gardes qu'elle prenait le chemin de Normandie et que c'était du Havre de Grâce qu'elle devait partir pour l'Amérique. Nous nous rendîmes aussitôt à la porte Saint-Honoré, observant de marcher par des rues différentes, nous nous réunîmes au bout du faubourg. Nos chevaux étaient en frais. Nous ne tardâmes point à découvrir les 6 gardes et les 2 misérables voitures que vous vîtes à Passy il y a 2 ans. Ce spectacle faillit m'ôter la force et la connaissance. Ô fortune, m'écriai-je, fortune cruelle, accorde-moi ici du moins la mort ou la victoire. Nous tînmes conseil un moment sur la manière dont nous ferions notre attaque. Les archers n'étaient guère à plus de 400 pas devant nous, et nous pouvions les couper en passant au travers d'un petit champ, autour duquel le grand chemin tournait. Le garde du corps fut d'avis de prendre cette voie, pour les surprendre en fondant tout d'un coup sur eux. J'approuvai sa pensée, et je fus le premier à piquer mon cheval. Mais la fortune avait rejeté impitoyablement mes vœux. Les archers, voyant 5 cavaliers accourir vers eux, ne doutèrent point que ce ne fût pour les attaquer. Ils se mirent en défense en préparant leurs baïonnettes et leurs fusils d'un air assez résolu. Cette vue, qui ne fit que nous animer le garde du corps et moi, ôta tout d'un coup le courage à nos 3 lâches compagnons. Ils s'arrêtèrent d'un comme de concert, et, s'étant dit entre eux quelques mots que je n'entendis point, ils tournèrent la tête de leurs chevaux pour reprendre le chemin de Paris à bride abattue. « Dieu !» me dit le garde du corps, qui paraissait aussi éperdu que moi de cette infâme désertion. « Qu'allons-nous faire ?» Nous ne sommes que 2. J'avais perdu la voix de fureur et d'étonnement. Je m'arrêtai, incertain si ma première vengeance ne devait pas s'employer à la poursuite des lâches qui m'abandonnaient. Je les regardai fuir, et je jetai les yeux de l'autre côté sur les archers. S'il m'eût été possible de me partager, j'aurais fondu tout à la fois sur ces 2 objets de ma rage. Je les dévorais tous ensemble. Le garde du corps, qui jugeait de mon incertitude par le mouvement égaré de mes yeux, me pria d'écouter son conseil. N'étant que 2, me dit-il, il y aurait de la folie à attaquer 6 hommes, aussi bien armés que nous, et qui paraissent nous attendre de pied ferme. Il faut retourner à Paris et tâcher de réussir mieux dans le choix de nos braves. Les archers ne sauraient y faire de grandes journées avec 2 pesantes voitures. Nous les rejoindrons demain sans peine. Je fis un moment de réflexion sur ce parti, mais ne voyant de tous côtés que des sujets de désespoir, je pris une résolution véritablement désespérée. Ce fut de remercier mon compagnon de ses services, et loin d'attaquer les archers, je résolus d'aller, avec soumission, les prier de me recevoir dans leurs troupes pour accompagner Manon avec eux jusqu'au Havre de Grâce, et passer ensuite au-delà des mers avec elle. Tout le monde me persécute ou me trahit, dis-je au garde du corps. Je n'ai plus de fonds à faire sur personne. Je n'attends plus rien ni de la fortune ni du secours des hommes. Mes malheurs sont au comble. Il ne me reste plus que de m'y soumettre. Ainsi, je ferme les yeux à toute espérance. Puisse le ciel récompenser votre générosité. Adieu. Je vais aider mon mauvais sort à consommer ma ruine, en y courant moi-même volontairement. Il fit inutilement ses efforts pour m'engager à retourner à Paris. Je le priai de me laisser suivre mes résolutions et de me quitter sur-le-champ, de peur que les archers ne continuassent de croire que notre dessein était de les attaquer. J'allai seul vers eux d'un pas lent, et le visage si consterné qu'ils ne durent rien trouver d'effrayant dans mes approches. Ils se tenaient néanmoins en défense. « Rassurez-vous, messieurs, leur dis-je en les abordant, je ne vous apporte point la guerre, je viens vous demander des grâces. » Je les priai de continuer leur chemin sans défiance, et je leur appris, en marchant, les faveurs que j'attendais d'eux. Ils consultèrent ensemble de quelle manière ils devaient recevoir cette ouverture. Le chef de la bande prit la parole pour les autres. Il me répondit que les ordres qu'ils avaient de veiller sur leur captive étaient une extrême rigueur, que je lui paraissais néanmoins si joli homme, que lui et ses compagnons se relâcheraient un peu de leur devoir, mais que je devais comprendre qu'il fallait qu'il m'en coûtât quelque chose. Il me restait environ 15 pistoles. Je leur dis naturellement en quoi consistait le fond de ma bourse. « Eh bien, me dit l'archer, nous en userons généreusement. Il ne vous en coûtera qu'un écu par heure pour entretenir celle de nos filles qui vous plaira le plus. C'est le prix courant de Paris.